soirs sont bien. Au rythme de rencontres, d'échanges. La grande fête annuelle de l'histoire et des passionnés de l'histoire. Enseignants, chercheurs. Le grand lieu d'expression et de débat. Lecteurs, amateurs. Sur tout ce qui se dit. Curieux, rêveurs. Sur tout ce qui s'écrit. Qui aident à prendre la mesure des choses. À éclairer le présent et l'avenir. Dans l'espace et dans le temps. Donc effectivement, nous allons vous parler d'une figure lumineuse du radicalisme et du Front populaire, Jean Zay. C'est toujours délicat de faire une biographie à deux voix et en une heure. Nous avons donc, Jean-Pierre Sueur et moi-même, pensé qu'il serait intéressant de mettre 4 points de vue successifs sur Jean Zay. Premier point de vue, ça va être Jean-Pierre Sueur qui va le développer, c'est Jean Zay l'Orléanais. C'est un homme qui est bien sûr, qui naît à Orléans, qui a sa formation à Orléans, une partie de sa carrière politique à Orléans, qui a des attaches très fortes avec cette ville. Et donc, Jean-Pierre va présenter cet aspect. Deuxième partie, nous allons rentrer dans les années 30, puisque nous allons rentrer dans la montée au fond du Front populaire. C'est là des choses sur lesquelles il faut revenir, et sur la position spéciale et éclatée des radicaux par rapport au Front populaire. Donc le radicalisme entre 30 et 36, mais aussi Jean Zay dans ce radicalisme, ça va être la deuxième partie, et c'est le deuxième aspect, c'est moi qui l'assurerai. Jean Zay devient donc ministre. Il était déjà secrétaire d'État dans un gouvernement précédent, mais il devient ministre de l'Éducation nationale en 1936 et il va avoir l'extraordinaire privilège d'être ministre pendant 4 ans. On parle toujours de ces républiques avec des gouvernements qui sautaient beaucoup, mais effectivement, il pouvait y avoir des ministres qui restaient en place. Donc 4 ans éducation nationale, il va faire le ministère qu'on a appelé le ministère de l'Intelligence. Et là, je redonnerai la parole sur ce point à Jean-Pierre Sueur. Puis arrive la guerre et les emprisonnements et l'assassinat. Et c'est donc moi qui reprendrai alors la parole pour cette fin de vie de Jean Zay. Mais d'abord, donc, Jean-Pierre, Jean Zay, l'Orléanais. Merci, Joël. Mesdames et messieurs, je suis très heureux, bien sûr, d'être avec vous. Jean Zay, comme tu l'as dit, est né à Orléans le 6 août 1904. Et je vais d'emblée citer cette phrase de Jean Zay qui est très belle à propos d'Orléans. Je cite entre guillemets, « Orléans dont je connais toutes les pierres et tous les visages, ceux des vivants et ceux des morts. » Jean Zay avait l'idée qu'une ville est un être vivant et que cette ville est façonnée par le cœur et l'esprit de tous ceux qui l'ont construit et l'ont construit matériellement, mais aussi par l'œuvre intellectuelle. Son père, Léon Zay, est un juif alsacien et il fait partie d'une famille de juifs alsaciens qui ont courageusement opté pour la France en 1871, refusant la domination allemande. Léon Zay était venu se fixer à Orléans avec la famille. Et je crois qu'il y a là l'une des racines importantes de Jean Zay. Il est juif et il est patriote. Et sa maman, elle fait partie, comme tu l'as dit, d'une famille issue de la Beauce. Elle s'appelle Madame Chartrain, Mademoiselle Chartrain, et d'une lignée protestante. Et c'est la deuxième racine importante pour Jean Zay. Son père est juif et vous savez qu'il vivra beaucoup les attaques antisémite, il en sera constamment l'objet. Et il est aussi protestant, il est éduqué dans la religion protestante et il suit le culte au temple de l'église réformée à Orléans. Jean Zay fait ses études à Orléans, d'abord à l'école du Faubourg Bagné, puis à l'école de la rue des Chartiers, puis au lycée Potier, dont il est, avec Charles Péguy, l'un des anciens élèves. Il est un brillant élève puisqu'il obtient le 2e accessit en composition française au concours général en 1922. Il est brillant dans toutes les matières, même si les mathématiques
ne sont pas particulièrement l'objet de son affection. Et puis, il fait des études de droit, et bien entendu, il n'y a pas d'université à Orléans, donc il les fait à Paris. On n'a pas beaucoup, d'ailleurs, les historiens se sont peu penchés sur cette période de sa vie, et ce serait intéressant d'en savoir plus. Il est en même temps clerc d'avoué, c'est-à-dire qu'il gagne sa vie par ce travail, mais surtout, l'une des troisièmes racines de Jean Zay, c'est dès sa plus petite enfance ce que j'appellerais l'école de l'écriture. Jean Zay est un écrivain, un remarquable écrivain. Et Catherine pourrait bien mieux que moi parler d'abord des journaux familiaux qu'il a écrits, puisqu'il a écrit toute une série de petits opuscules manuscrits qui étaient le journal de la famille, de sa propre famille. Et puis, son père, Léon Zay, dirige un journal qui s'appelle Le Progrès du Loiret et qui, en 1932, changera de nom pour s'appeler La France du Centre. Et dans ce journal, Jean Zay écrit sur absolument tout. Il écrit un grand nombre d'articles non signés. On n'a pas encore publié les œuvres complètes de Jean Zay, mais ce serait immense, les œuvres complètes de Jean Zay, tellement il a écrit. Il est journaliste dans l'âme, il aime beaucoup écrire. Si bien qu'il va bientôt participer à une revue qui se crée à Orléans, qui va s'appeler Le Grenier, et qui est créée avec des Orléanais comme Roger Secrétin, qui sera maire d'Orléans ensuite, Claude Lévy, qui sera aussi maire d'Orléans. Claude Lévy était socialiste, Roger Secrétin a eu un parcours un peu compliqué. Il a commencé à la gauche, il a plutôt fini sur la partie droite. René Berthelot, qui a été aussi le directeur du conservatoire à Orléans. Et c'est une revue qui est passionnante, qui prend parti, par exemple, qui soutient Monterland, qui soutient Pirandello, dans laquelle Maurice Genevoix publie un chapitre de son Rabelais, dans laquelle Jean Zay écrit des poèmes, des éditoriaux et se fait peintre de mœurs. Par exemple, je cite dans le livre de Ruby ces extraits de Jean Zay. Par exemple, les conférenciers littéraires qui viennent parler dans les provinces parce qu'ils ont besoin d'argent ou qu'une société artistique de sous-préfecture les en a priés. Il y en a de gras, comme M. Farrer, qui bombe sous un plastron insolent un torse de boucher endimanché. Il y en a de maigres, comme M. Jules Farigoul, dit Romain, lequel porte des perruques trop étroites pour faire croire à un front génial et explique toutes les semaines de quelle façon il a redécouvert l'âme humaine. Il y en a de glabres, comme Madame Rostand et Rosemonde Gérard, qui racontent avec beaucoup de gentillesse l'histoire du cœur, édition expurgée à l'usage des écoles primaires. Et puis alors, il y a aussi ce morceau d'anthologie très souvent cité à propos d'une manifestation qui réunit les Orléanais une fois par an depuis déjà quelques siècles. Le 8 mai, tous les ans, une inexorable fatalité précipite sur le pavé d'Orléans des généraux et des archevêques, des gymnastes et des conseillers municipaux pêle-mêle. La foule voit défiler ses maîtres, le crâne jaune de sueur, le col ramolli, les pieds lourds et meurtris. Lui qui sera à la tête de tant de cortèges officiels, il ne se fait pas d'illusions sur l'autorité, dit Ruby, qui cite ces paroles. Jean Zay aime l'écriture. Il a une grande admiration pour Charles Péguy. Par exemple, il écrit ceci de Charles Péguy. Il dira que tant de calme éloquence, tant de fierté, tant de probité intellectuelle ne se sont pas retrouvés. Et il dit de Péguy qu'il était la dernière chance qu'il nous resta d'un lyrisme intelligent et émouvant. Jean Zay écrit des romans policiers, l'un publié qui s'appelle La bague sans doigt et un autre que détient Catherine qui s'appelle Le château du silence, mais qui a gardé tous ses secrets puisque, mis à part Catherine, peu de gens ont pu le lire, Le château du silence. La quatrième racine de Jean Zay, c'est la laïcité, bien sûr. Et cette laïcité, elle se traduit par son adhésion dès sa jeunesse aux jeunesses laïques et républicaines, où il est très vite reconnu comme un orateur de talent. Par exemple, on a retrouvé ce discours qu'il a fait quand les jeunesses laïques et républicaines
ont reçu de jeunes Allemands. Jean Zay déclare à ces jeunes Allemands « Une guerre en Europe représenterait une telle somme d'horreurs fratricides, une telle destruction de la civilisation qu'il faut être criminel ou fou pour l'envisager de sang-froid. » Et puis, comme vous savez, les jeunesses laïques et républicaines sont l'antichambre du Parti radical. Et le Parti radical, Joël, qui est très spécialisé, va bientôt vous en parler. Mais toujours dans ces racines de la laïcité, il y a l'adhésion de Jean Zay à la franc-maçonnerie, puisqu'il est initié le 24 janvier 1926, à 22 ans, à la loge Étienne Dolé d'Orléans. Il est compagnon, il est maître, il est élu orateur de sa loge qu'il fréquente assidûment les 1er et 3e dimanches de chaque mois. Je vais terminer cette première partie en disant, si j'ai encore quelques minutes, Joël, en disant quelques mots sur Jean Zay, député du Loiret. Parce que ça fera la transition avec le ministre, puisqu'avant d'être ministre, Jean Zay a été député. Il a donc été candidat des comités radicaux et radicaux-socialistes de la première circonscription du Loiret en 1932, en même temps que le socialiste Claude Lévy, qui était l'un de ses amis. Claude Lévy fut maire, alors que Jean Zay était député. Il y avait, je crois, une bonne entente à ce sujet avec eux. Et le communiste Parsal, qui ne s'est jamais désisté, le Parti communiste ne s'est jamais désisté au second tour pour Jean Zay. Face au député sortant, Maurice Berger, que Jean Zay appelle de cette métonymie la réaction. Donc, M. Berger, c'est la réaction. Campagne rude, il se traduit dans la presse, puisque la France du Centre, donc le journal de Jean Zay et de son père, guerroie contre le républicain orléanais qui soutient Berger. C'est intéressant de voir quel est le programme que défend Jean Zay en 1932. Ce programme tient en 4 points. Premier point, il faut assurer la paix par le désarmement général, progressif et contrôlé, et par la préparation d'une fédération européenne. C'est important de voir que le premier point du programme de Jean Zay, c'est la paix, non pas de manière utopique, mais réaliste par le désarmement contrôlé, et c'est la construction européenne. C'est le premier point de sa première campagne électorale. Deuxièmement, il faut établir la justice fiscale par le contrôle des dépenses de l'État. C'est un programme réaliste. Il est un homme de gauche qui n'hésite pas à dire que c'est pas parce que l'État augmente son emprise ou son nombre de fonctionnaires que cela est bien pour la société. Contrôle des dépenses de l'État. Et l'amélioration du sort des agriculteurs, des ouvriers et des commerçants. Troisièmement, il faut servir le progrès social et réaliser l'égalité des enfants de France devant l'instruction. Et cela, assurer l'égalité des enfants de France devant l'instruction, on va en reparler dans la 3e partie, on voit que c'est tout à fait prémonitoire. Jean Zay ne sait pas qu'il sera ministre de l'Éducation nationale. 4e point, il faut préserver les institutions républicaines. Donc cette profession de foi, elle témoigne de solides convictions républicaines et en même temps d'un réel pragmatisme, d'un sens du réel. D'ailleurs, il écrit lors de cette campagne électorale quelque chose qui est intéressant, à mon avis, qui est une suspicion à l'égard des promesses électorales. Il écrit « Seul un gouvernement nettement républicain pourra résoudre les difficiles problèmes de l'heure. Les événements vont si vite qu'il ne m'est pas possible de les prévoir tous. Vous ne m'en voudrez pas, mes chers électeurs, de n'apporter ici ni promesses démagogiques, ni théories irréalisables. » Le 8 mai au soir, Jean Zay, qui avait bénéficié donc du désistement de Claude Lévy et des voix de la majorité de l'électorat communiste sans qu'il y ait le soutien du Parti communiste, était élu avec 484 voix de majorité. Il serait réélu 4 ans plus tard, il sera réélu en 1936 avec cette fois-ci 2162 voix d'avance. C'est-à-dire qu'en 4 ans, il avait largement fait la preuve de son efficacité. Et je termine en disant à quel point Jean Zay fut un député exemplaire, conciliant un dur travail sur le terrain et un dur travail à l'Assemblée nationale.
Chaque samedi, il reçoit ses électeurs. Il soutient les demandes présentées par les communes pour l'électrification, l'adduction d'eau, la construction des écoles. Il développe les contacts avec les syndicats, la CGT en particulier. Il lutte contre le chômage. Il multiplie les efforts pour sauver le personnel licencié de la compagnie des tramways du Loiret. Il soutient sans relâche la cause des viticulteurs du Val-de-Loire. Il s'occupe activement de l'organisation de l'aéroport de Brissy. Il appartient à la commission d'enquête chargée de rechercher les responsabilités dans l'affaire Stavisky et il s'investit beaucoup. Il est président du groupe des cheminots à l'Assemblée. Il s'occupe de la retraite des cheminots pour qu'elle ne soit plus une retraite par capitalisation mais par répartition. Il travaille beaucoup sur les questions des mutilés du travail. Il est toujours présent au congrès des mutilés du travail. Il s'occupe des agriculteurs. Par exemple, il y a un amendement du 24 janvier 1933 que je trouve très émouvant parce qu'il est signé par Jean Zay et Pierre Mendès France, qui exonère des droits de timbre et d'enregistrement tous les procès sur les lois de révision des baux ruraux. Il fait un autre amendement sur les intérêts des petits pensionnés tout en supprimant les cumuls abusifs, sujet qui était déjà d'actualité. On retrouve aussi l'écho de son action pour les artisans, commerçants, par exemple les restaurateurs. Il fait une proposition de loi contre la grivellerie, vous savez, le fait d'aller manger chez un restaurateur et de ne pas payer. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'occupe beaucoup des professeurs d'éducation physique, des prémonitoires, des élèves maîtres des écoles normales, ou aussi des écrivains. J'ai pas le temps. Mais il y a une proposition de loi sur le droit d'auteur du député Jean Zay qui est aussi prémonitoire par rapport à ce qu'il fera ensuite. Alors, je termine cette partie en citant une phrase de Jean Zay, député, qui dit ceci: « La jeunesse française ne pourra affronter efficacement son avenir que lorsque l'humanisme libéral où on la forme et qui répond à notre civilisation traditionnelle et à notre prestigieux avancement intellectuel et moral saura se doubler d'une doctrine fortement exprimée, exaltante et pour tout dire jacobine. Une société d'initiative et de liberté et une société où on n'a pas peur d'être jacobin, c'est-à-dire de croire en l'État et en la puissance publique. Il y a déjà la synthèse à laquelle travaillent et travailleront encore beaucoup. » Jean Zay est un homme qui n'a pas de chance. Il est tout jeune, il a 20 ans. Nous sortons de la guerre, la première. Il y a une vague d'antimilitarisme, de remise en cause de la guerre, de la tuerie, de la boucherie. Il a 20 ans et pour lui, parce qu'il écrit beaucoup, il adore écrire. Il écrit bien sûr pour le journal que dirige son père. Il écrit dans l'association dont il fait partie. Il écrit beaucoup de textes. Il écrit un poème. Un poème qui est extrêmement antimilitariste, comme tous les jeunes gens de sa génération, et qui s'appelle Le Drapeau. Ce n'est rien à côté de textes d'Aragon ou d'autres personnages de ce type. Mais c'est un poème qui peut un peu se rapprocher de ce type de texte. Alors, il y a des phrases du style « Je hais les trois couleurs qui baignent dans le sang », enfin, des choses comme ça. C'est un poème qu'il écrit exclusivement pour lui, bien entendu. Il n'a jamais pensé à le publier. Et puis, comme toutes les actions que nous faisons à 18, 19 ans, 20 ans, un jour, on la met d'un côté dans un livre et puis on l'oublie. Seulement, voilà, c'est là qu'il n'a pas de chance. Ce texte, qui fait lire à 2 ou 3 copains, comme nous faisons tous lire nos œuvres immortelles quand nous avons 20 ans. Le dit copain le laisse dans un livre. Le livre part à une bibliothèque. Et il était signé, ce poème, il fait 10 lignes, 12 lignes. Il était signé Jean Zay. Il est connu. Il est connu, point. Mais il n'est pas oublié. Des bonnes mains, vous savez, toutes ces bonnes mains des ligues des années 30, de Je suis partout et de Gringoire, vont un jour retomber sur ce texte. Et là donc, j'arrive aux années 30, Jean Zay, pendant des années, va être assailli par ce texte. Le texte sera publié en morceaux, cité, lu à la tribune de l'Assemblée.
dénoncé d'une manière abominable, atroce, et bien entendu, c'est un juif qui écrit cela, hein, donc c'est forcément un traître, hein, parce que là, plus jamais personne ne s'est souvenu qu'en réalité, en termes de formation, Jean Zay, totalement agnostique, était protestant. D'ailleurs, il connaît sa future femme, il la connaît, ils font leur communion protestante ensemble. Mais là, bien sûr, pendant des années, Jean Zay va être le juif et l'auteur de ce texte appelé Le Drapeau. Mais pour le moment, Jean Zay ne sait pas vraiment qu'il n'a pas de chance. Nous sommes en 1932, il a 28 ans, il est un des plus jeunes députés de France. Il se lance, comme dit Jean-Pierre Sueur, dans la bataille avec une force, une intelligence, une présence locale, une présence à l'Assemblée, comme tous les députés devraient avoir, mais comme peu de députés l'ont vraiment. Et bien entendu, il est radical, il a adhéré au Parti radical. Le premier congrès radical auquel il assiste, c'est en l'année 1931. Il faut donc que je vous parle un petit peu, que je vous brosse ce tableau de qu'est-ce qu'être radical dans les années 30, quel combat interne, quelle situation politique, avec à la fois l'affaire Stavisky, le 6 février, la montée du Front populaire et un parti radical dont je ne surprendrai personne en disant qu'à ce moment-là, il est extrêmement divisé, il est plus que divisé, il y a un combat interne extrêmement fort dans le parti radical avec tantôt une victoire d'un côté, tantôt une victoire de l'autre. C'est le premier parti de France. C'est le premier parti en termes de députés. C'est le parti de la République. C'est un parti qui se situe à gauche, bien entendu, mais qui a été lentement poussé vers le centre par le développement de la SFIO et, depuis 1920, par le développement du Parti communiste. Il a gouverné avec la SFIO. Ça, on remonte à la charnière et à Waldeck-Rousseau, à la charnière du siècle. En 1924, au moment du cartel des gauches, il se tourne vers la SFIO et il dit « gouvernons ensemble ». Mais la SFIO, qui vient de vivre ce drame de la coupure, de la naissance du Parti communiste, avec l'extrême violence des rapports SFIO-communistes au début des années 20, la SFIO fait, si j'ose dire, une espèce de surenchère marxiste. Elle est un parti qui s'affirme, qui se veut révolutionnaire. Il est donc hors de question de gouverner. Si on gouverne, on se salit les mains. Si on gouverne, on se compromet. La SFIO est dans une logique, non pas d'exercice du pouvoir, comme Léon Blum en définira le contour en 26, encore moins d'occupation de pouvoir, comme il va dire qu'il le fait en 36, mais de prise du pouvoir, de conquête de pouvoir. Donc, refus bien entendu de la SFIO de gouverner avec les radicaux en 24, c'est le soutien sans participation. Le même problème se pose en 32. Alors là, en 32, les radicaux gagnent encore des sièges. Ils gagnent une quarantaine de sièges, alors qu'ils étaient déjà extrêmement puissants. Et même chose, ils reproposent un gouvernement commun à la SFIO, de participer dans le gouvernement dirigé bien sûr par les radicaux. Et Léon Blum, d'abord la SFIO est extrêmement vexée parce que la SFIO était pratiquement sûre de l'emporter en nombre de députés sur les radicaux en 32. Et ça a manqué. Par contre, en 36, ils étaient sûrs d'être derrière les radicaux. Et là, ça a loupé, puisqu'effectivement, comme vous savez, la SFIO l'emporte largement sur les radicaux en 36, d'où le gouvernement de Léon Blum. Et en 32, donc, les radicaux disent à la SFIO, gouvernons ensemble. Et à ce moment-là, le congrès SFIO établit une telle liste de conditions programmatiques pour gouverner ensemble. Toutes les fois, au fond, que les radicaux donnent leur accord, il y a un élément supplémentaire qui est apporté en disant « Ah oui, mais s'il n'y a pas telle nationalisation, s'il n'y a pas telle décision, on ne peut pas gouverner ensemble », que le gouvernement est impossible. C'est un petit peu, pour certains qui ont sûrement ça en tête, la surenchère qu'a fait le PC dans les années 77, lors de la rediscussion du Parti communiste. C'est exactement le même type d'attitude du programme commun de gouvernement. Donc les radicaux sont un parti qui souhaiterait gouverner à gauche, mais qui ne peut pas. Mais là aussi, il faut que je revienne quand même à l'intérieur du Parti radical. Quand je dis qu'il souhaiterait gouverner à gauche, c'est oui et non. Oui pour certains, non pour d'autres.
Parce que c'est vrai que depuis les années 20, il y a tout de même deux grandes tendances. Il y a toujours eu de grandes tendances dans le radicalisme, hein, mais elles se sont quand même encore plus affirmées à ce moment-là, entre des gouvernants qui sont républicains, bien entendu, toujours très fortement républicains et laïcs, mais pour qui, au fond, la dimension sociale n'est pas une préoccupation, et qui sont tout à fait, qui souhaitent gouverner avec ce qu'on peut appeler des républicains de droite. Et il va y avoir toute une série de gouvernements de ce type. Et au contraire, alors c'est Tardieu, bien sûr, c'est Herriot, je crois qu'on peut le dire, c'est Herriot aussi, hein, malgré toute la symbolique d'Herriot. Et puis il y a l'autre, le côté gauche de ce parti, qui va être symbolisé par les jeunes turcs. Alors Pierre Mendès France, Jean Zay, mais surtout par un grand leader qui est Daladier, qui dit il faut faire une alliance à gauche. Alors l'alliance avec la SFIO, pour les gens comme Daladier, bien sûr comme Jean Zay, Mendès France, pas de problème. Ce qui pose problème, c'est l'alliance avec le Parti communiste, ce qui est logique quand on revient dans les années 30. Parce que les années 30, au début des années 30, je ne parle pas du Front populaire, mais avant, hein, il faut voir comment les communistes traitent la SFIO. Alors ne parlons pas des radicaux. Alors là, les radicaux, c'est la bourgeoisie conservatrice qu'il faut éliminer, parce que le langage politique était d'une violence et d'une virulence assez extraordinaire. Arrive le 6 février 1934. Quelque chose de terrible, y compris pour les radicaux. C'est Daladier qui est chef de gouvernement. Et Daladier, l'aile gauche du radicalisme, affronte cette émeute. Et le lendemain, il décide qu'il faut qu'il présente sa démission au chef de l'État. C'est le seul gouvernement de la Troisième République qui n'a pas été renversé par un vote du Parlement, de l'Assemblée et du Sénat, mais qui décide de démissionner. Et vous connaissez la suite. Bon, un gouvernement dirigé par Doumergue, un gouvernement donc très union nationale, où les radicaux participent, mais toute une droite extrêmement traditionnelle. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir deux mouvements qui vont faire exploser le Parti radical. Un mouvement qui dit on participe au gouvernement, et ils sont dans le gouvernement Laval. Le gouvernement Laval de 1935 qui signe les décrets-lois a 4 ministres, dont Herriot, président du parti. Ce n'est pas des sous-ministres. Et en même temps, il y a la montée du Front populaire, et d'abord de manière individuelle, et puis plus collective, les radicaux rejoignent le Front populaire, d'autant plus que le Parti communiste, ayant fait un virage à 180 degrés, s'est rendu compte qu'il fallait s'allier non seulement à la SFIO, mais aux radicaux et aux classes moyennes. Et donc là, il y a un appel systématique des communistes vers les radicaux, qui vont d'ailleurs aider en partie l'aile gauche. Alors que fait Jean Zay dans cette période ? Ça ne va pas lui attirer que des amis. Il participe à la commission d'enquête sur l'affaire Stavisky. Et puis, comme c'est un vrai député, il ne participe pas à la commission d'enquête pour rester dans son coin en posant des questions anodines. Or, vous savez que l'affaire Stavisky a compromis un nombre de dirigeants politiques et de députés tout à fait extraordinaires. Inutile de vous dire que là, Jean Zay et ses questions pugnaces s'est fait beaucoup d'amis. Il est dans cette aile gauche du Parti radical, et donc il ne ménage pas l'aile droite du Parti radical. Il prend des positions extrêmement virulentes contre la participation ministérielle. Il demande, il exige dans les tribunes des partis ou des conventions radicales la démission du gouvernement. Là aussi, par rapport à Herriot et d'autres, il ne s'est pas fait que des amis. Et il est donc très fortement partisan d'un front populaire. Et pourtant, alors ça, c'est, à mon avis, c'est cette espèce d'ambiguïté radicale qui demeure quand même. Donc, il vote contre, bien sûr, contre le gouvernement Laval, où participent 4 ministres radicaux. Et il le fait tomber, avec d'autres, bien entendu. Il y a une majorité contre le gouvernement Laval en janvier 1936. Et le gouvernement Laval tombe parce qu'il est battu par la gauche.
et notamment par l'aile gauche, les députés de l'aile gauche du Parti radical, dont Jean Zay et Pierre Mendès France, qui votent contre Laval, ce qui est quand même une bonne chose. Hein. C'est le Laval de 1935, c'est pas le Laval de 1940, bien entendu, mais c'est un Laval extrêmement réactionnaire, dont vous savez que sa réponse à la crise était « le pays est en crise, donc pour en sortir, baissons les salaires ». Les décrets-lois, c'est la baisse systématique des salaires, et notamment des salaires des fonctionnaires. Donc Jean Zay participe de toutes ces batailles. Alors, participant de ces batailles, c'est là que le fameux drapeau ressort. Il ressort beaucoup. Et que l'extrême droite commence à bien repérer Jean Zay et se met à le frapper avec une violence inouïe. Il reçoit des lettres anonymes. La cagoule lui fait savoir qu'elle a le plan de son appartement. Je vous cite juste une des lettres anonymes que reçoit Jean Zay à ce moment-là, en novembre 1935. Lettre anonyme envoyée par des gens de l'équipe Je suis partout et autres. Je suis heureux de vous informer que vous avez les numéros 23, 24 et 25 sur la liste des saloperies à supprimer. Votre viande est appréciée à sa juste valeur. En janvier 1936, se met en place un gouvernement mené par un radical plutôt de gauche, mais très anticommuniste. Ce sont les subtilités radicales, ça. Mais ça se comprend aussi par l'air du temps. Et Jean Zay est sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil d'Albert Sarraut. Donc c'est son premier poste ministériel de janvier 1936 à juin 1936. Mais effectivement, en juin 1936, il est un des élus du Front populaire. Il est brillamment élu. Jean-Pierre Sueur rappelait l'extrême marge qu'il avait. Il a, parce que c'est la victoire du Front populaire, mais il a aussi, parce qu'il a été un remarquable député avec une implantation locale très forte. Et il devient donc ce tout jeune ministre de l'Éducation nationale qui va exercer ce qu'on a appelé le ministère de l'Intelligence. Et là, je repasse la parole à Jean-Pierre Sueur. Merci, Joël. Nous allons donc parler de l'œuvre de Jean Zay en sa qualité de ministre. Mais c'est une gageure que de parler de cette œuvre en peu de temps, parce que cette œuvre, elle est véritablement immense. Comme l'a dit Joël, Jean Zay a été ministre de l'Éducation nationale, puisque c'est en 1932 qu'on a changé le titre. Avant, le ministre s'appelait ministre de l'Instruction publique. Donc Jean Zay est ministre de l'Éducation nationale du 4 juin 1936 au 10 septembre 1939, c'est-à-dire pendant 40 mois. Et il va profiter de cette longue période pour œuvrer sans relâche. De même qu'il était un député qui travaillait inlassablement, je crois qu'il est difficile de trouver un ministre qui ait fait autant de choses pendant la période durant laquelle il a exercé ses fonctions, avec 3 sous-secrétaires d'État, comme on disait à l'époque, dont Madame Joliot, qui s'occupait de la recherche. C'était d'ailleurs une nouveauté de créer un membre du gouvernement responsable de la recherche, une nouveauté du Front populaire. Et puis, avec un cabinet très important, composé de personnes en qui Jean Zay avait confiance, à commencer par Marcel Abraham, qui était le directeur de cabinet, que Jean Zay avait connu au lycée Potier. D'ailleurs, dans la petite histoire, je vous ai dit tout à l'heure que Jean Zay écrivait dans un journal, dans une revue orléanaise qui s'appelait Le Grenier, dirigée par Roger Secrétin, et il y avait une revue adverse ou parallèle qui s'appelait Les Cahiers orléanais, qui était dirigée par Marcel Abraham. Et puis finalement, les 2 revues ont fusionné et ont créé le Mail, qui était co-dirigé par Marcel Abraham et par Roger Secrétin. Et puis il y a eu aussi Jean Cassou et tant d'autres membres du cabinet. Il faudrait longuement parler de tous ces collaborateurs qui étaient des personnes de grande qualité. Comme il est difficile d'aborder ce sujet en si peu de temps, je me suis dit qu'il fallait aller à l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est la loi de 1937. La loi de 1937, c'est vraiment l'une des lois majeures du XXe siècle sur l'éducation.
Jean Zay a passé beaucoup de temps à la préparer et je ne peux pas faire mieux, je crois, que de vous lire quelques lignes de l'exposé des motifs de cette loi que Jean Zay présente le 5 mars 1937 devant la Chambre des députés. Je cite : « L'heure paraît venue de donner aux enseignements secondaires, primaires supérieurs et techniques le statut d'ensemble qu'ils attendent depuis de longues années et dont de nombreuses mesures et expériences ont préparé et facilité la mise en œuvre. Le projet que nous soumettons à vos délibérations unifie tout d'abord l'enseignement primaire élémentaire public en transformant les classes élémentaires des lycées et collèges en écoles publiques et en instituant pour les études primaires élémentaires une sanction unique, le certificat d'études primaires élémentaires, qu'il conviendra d'aménager pour qu'en demeurant l'examen du savoir enfantin, il devienne en même temps celui des aptitudes. L'admission dans l'enseignement du second degré a fait l'objet de vives controverses, mais le corps enseignant a exprimé unanimement le désir de ne voir admettre dans l'enseignement du second degré que les élèves aptes à suivre avec profit cet enseignement. C'est pourquoi nous vous proposons de rendre obligatoire la possession du certificat d'études primaires élémentaires et d'exiger ainsi de la part des futurs élèves de nos lycées, collèges, écoles primaires supérieures et techniques un minimum de connaissances et d'aptitudes. » Encore un mot, c'est un fait d'expérience que les meilleurs élèves de nos écoles, les plus aptes à poursuivre leurs études, sont prêts à affronter les épreuves du CEP dès l'âge de 11 ans. À cet âge, cependant, les enfants ont des goûts et des aptitudes encore peu marqués. Une orientation prématurée risquerait d'être préjudiciable à beaucoup d'entre eux. Ainsi, la première année du second degré sera-t-elle une année d'orientation commune à tous les élèves, à quelque enseignement qu'ils se destinent. Cette loi, elle est fondamentale parce que d'abord, c'est une loi d'unification. Vous savez qu'il y avait, il y a toujours, sous l'apparence de l'égalité dans la structure de nos enseignements, des filières. Ça passe par beaucoup de moyens, les langues vivantes, etc., des réseaux. Et il y avait dans les lycées des petites classes, c'est-à-dire qu'on pouvait aller à la maternelle dans le lycée. Et on était ainsi sur de bons rails. Et puis on pouvait aller aussi à l'école communale qui n'était pas la propédeutique au lycée. Et Jean Zay dit, eh bien, il y a là une inégalité fondamentale. Et la clé de voûte de l'édifice, c'est de mettre fin à cette inégalité. Donc, tous les enfants vont passer le CEPE et on va faire passer ce CEPE dès l'âge de 11 ans. Et puis ensuite, comme il y a 3 voies d'égale dignité, qui vont être classiques, modernes et techniques. Et comme l'enfant qui va sortir de l'école avec son CEPE ne va pas forcément savoir comment s'orienter, eh bien on va créer, en 6e, une année d'orientation. Et puis, en même temps, on va réformer la formation des maîtres. On va dire que tous les maîtres vont avoir le baccalauréat, puisqu'il y avait une inégalité entre ceux qui avaient des enseignants davantage formés que d'autres. Et cette classe d'orientation en particulier, vous savez qu'elle aura une grande destinée, puisque lisez le plan Langevin-Vallon après la guerre, vous verrez que l'idée d'orientation est absolument centrale. Et cette loi qui va de pair avec une autre loi qui est antérieure, qui a été votée en 1936, qui est une des premières lois du Front populaire, qui a été déposée sur le bureau de l'Assemblée le 11 juin 1936, approuvée le 2 juillet par 468 voix contre 80, et au Sénat par 215 voix contre 76, eh bien c'est la loi qui prolonge la scolarité de tous les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans, et avec une conception d'ailleurs de la dernière année de l'enseignement qui est très intéressante. Je vais citer une des circulaires de Jean Zay à cet égard. Il dit que lors de cette année nouvelle, il y aura une grande place
réservé aux travaux manuels. Alors il dira, pendant l'année de plus, on va, 1, développer la culture générale, 2, développer les travaux manuels. Et il nous explique sa philosophie des travaux manuels. Le travail manuel est un moyen de culture de l'intelligence et non pas une préparation prématurée à une profession spécialisée. C'est une initiation au maniement des outils qu'en l'état actuel de la civilisation, il n'est permis à personne d'ignorer. Donc vous voyez toute cette conception qui est celle de Jean Zay. Alors, cette loi, 36 et 37, ces 2 lois, mais surtout celle de 37, suscitent d'importantes réactions. Et je me faisais cette réflexion en assistant à l'intéressante conférence d'Antoine Pro et de Pascal Horry l'autre jour à la Sorbonne. Et je me faisais la même réflexion d'ailleurs en entendant Joël. Ce qui est extraordinaire, chaque fois qu'on parle de Jean Zay et de son œuvre, c'est qu'on a l'impression de parler d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les débats sont en germe, se réitèrent, reviennent. Et le journal L'Éclair, par exemple, dit en 1937 que Jean Zay est, je cite, un décivilisateur. Le journal Le Flambeau dit, je cite, « Le but du Front populaire est de niveler ». Or, comme on ne nivelle que par le bas, il est évident que cette réforme va ruiner l'éducation nationale. Et alors, les organisations syndicales ne sont pas toutes enchantées. Et je veux citer, parce que je crois que c'est important de voir cela, la principale organisation d'enseignants. En 1937, c'est la CGT. C'est la Fédération Générale de l'Enseignement qui fait partie, qui a 100 000 membres, ce qui n'est quand même pas rien, et qui fait partie de la CGT. Et le secrétaire général de cette fédération se dresse contre les dangers que présente cette réforme. Et je cite, « Verra-t-on abaisser le niveau du certificat d'études ?» Et 11 ans. Et tout le monde, le même examen pour tout le monde. Verra-t-on abaisser le niveau du certificat d'études, dit le représentant de la CGT, pour le mettre à la portée des jeunes candidats du second degré? Le niveau en sera-t-il au contraire jalousement maintenu afin d'assurer à la fois la qualité de ce recrutement et la bonne marche des études primaires? On a des doutes. La recherche des aptitudes prendra-t-elle le pas sur la constatation des connaissances acquises? La pédagogie, le savoir, est-ce que finalement, si on s'intéresse un peu trop à la pédagogie, on ne va pas ruiner l'apprentissage de la connaissance? Si l'on tient compte des aptitudes, quelle hiérarchie établira-t-on entre elles pour l'accès au second degré? Offrira-t-on aux élèves que l'on voudra orienter un échantillonnage de toutes les disciplines? C'est toujours la CGT qui parle. Le latin parviendra-t-il contre toute vraisemblance à se faire considérer comme le réactif essentiel des aptitudes et de l'intelligence? Ne faut-il pas redouter de voir découvrir les aptitudes modernes ou techniques à ceux des élèves qui ne réussissent pas en latin? Donc vous voyez que c'est un combat progressiste contre la réaction, mais aussi contre une gauche conservatrice à certains égards, et c'est quelque chose qui, après tout, a connu quelques renouvellements ou réitérations. Je ne sais pas comment faire parce que le temps passe. Je vais simplement énumérer, je ne peux pas faire davantage, tout ce qu'a fait Jean Zay en matière d'éducation et de culture, en plus de ces lois absolument fondamentales. Il est passionnant de voir comment il s'est intéressé à la santé scolaire. C'était quelqu'un qui était concret, Jean Zay. On l'a vu dans son œuvre de député. Par exemple, il est extrêmement préoccupé par le surmenage scolaire. Et je vais encore vous citer cette déclaration. Tout le monde est d'accord, naturellement, Antoine Pro le disait, pour alléger les programmes. Mais les représentants de toutes les disciplines sont rigoureusement opposés à ce qu'on diminue l'enseignement dans leur matière. Alors, c'est toujours... Bon. Alors, Jean Zay dit, en attendant que le Conseil supérieur de l'instruction publique, sans lequel rien ne peut être décidé, se penche sur la question,
Eh bien, il dit aux élèves, il est possible d'ores et déjà d'anticiper pratiquement sur cette réforme. Il n'est pas douteux en effet que les enfants, je cite Jean Zay, disposent de trop peu de temps pour la lecture, la réflexion, les petites recherches que leur inspirerait leur curiosité ou leur goût, et même pour les jeux. Il importe que le maître réduise autant que les programmes le permettent le travail à faire à l'étude ou à la maison, surtout lorsqu'il a un caractère formel. Tout exercice qui se réduit à copier un cours ou un manuel, ou qui ne consiste qu'à appliquer mécaniquement une règle, doit être proscrit. Il faut qu'à certaines heures, le jeudi en particulier, les enfants puissent faire au-delà de ce qui est strictement exigé, tout ce qui les attire ou les intéresse. Discours extrêmement novateur dans l'idéologie commune de l'éducation nationale. De la même manière, il se préoccupe du nombre d'élèves par classe. Il y a une circulaire de Jean Zay qui date du 9 octobre 1936 pour dire qu'il n'y aura pas plus de 35 élèves par classe. Il fonde, à partir d'une expérience qui a eu lieu à l'université de Grenoble, il fonde la médecine préventive. Il promeut des règles d'hygiène. Il y a un plan Jean Zay de 1936 à 1939 qui a été mis en œuvre pour que les constructions scolaires soient normalisées et qu'il y ait dans les écoles et dans les établissements scolaires des lavabos, des vestiaires, des sanitaires, et pour que les cours soient aérés. Il travaille avec l'une de ses secrétaires d'État sur l'alimentation des enfants. Et je ne peux pas ne pas citer tout ce qu'il a écrit sur ce qu'il appelait les activités dirigées. Et les activités dirigées, c'est des instructions de 1937 et 1938 qui sont très claires. Une circulaire, la circulaire du 26 avril 39 qui reprend cela. Nous comprenons, je cite Jean Zay, sous le terme d'activité dirigée, une méthode d'éducation fondée sur les progrès de la psychologie de l'enfant. Elle respecte et utilise en la guidant sa spontanéité dans le cadre du milieu social constitué par l'école, liberté de l'enfant, coopération dans le travail d'équipe représentent les deux termes inséparables. Cette méthode fructueuse, mais d'une pratique difficile, suppose une minutieuse préparation de la part du maître. Les exercices de plein air, en particulier la classe promenade, y ont une place marquée. Les matériaux amassés par l'enfant durant ces 3 heures d'activité dirigée doivent être utilisés dans l'ensemble des exercices scolaires. Il s'agit par là d'éveiller la curiosité des élèves, d'ouvrir plus largement à la vie le travail scolaire, de familiariser l'enfant avec les spectacles de la nature et de la société, de lui faire connaître l'histoire et la géographie locale, et de remplacer, comme dit Montaigne, le savoir appris par le savoir compris. Eh bien, vous voyez qu'il y a là quelque chose qui est extrêmement important. Une après-midi par semaine, visite d'usines, de musées, de jardins, de monuments, d'exploitation agricole, tout cela est décrit dans les textes de Jean Zay. Place importante pour l'éducation physique et sportive. Travaille avec Léo Lagrange qui, en 1937, devient secrétaire d'État auprès de Jean Zay, ce qui n'était pas le cas auparavant. Création de l'OSU, Office sportif scolaire et universitaire. Création des œuvres sociales, du BUS, du Bureau universitaire de statistique. Et puis, je cite, bien entendu, le fait, vous le savez tous, que Jean Zay a posé les préliminaires de l'ENA et d'écoles régionales d'administration. Et puis, je n'ai plus de temps pour parler de l'œuvre qui a été celle de Jean Zay dans ce que nous appelons la culture. On parlait alors des beaux-arts. Mais il y aurait, si vous voulez, on dirait que quelqu'un a fait en 4 ans uniquement ce que Jean Zay a fait en matière de culture, que Jean Zay apparaîtrait comme un grand ministre de la culture. Mais il a tellement fait dans le domaine de l'éducation que finalement on a l'impression parfois que son œuvre culturelle est une annexe de l'œuvre en matière d'enseignement, alors que cette œuvre, elle est tout à fait remarquable. Je veux citer sa conception des musées. Alors il faut que les musées soient ouverts à tous. Il ne faut pas que ce soit des bâtiments poussiéreux ouverts à une élite. Création du Musée national des arts et traditions populaires.
renouveau profond de la comédie française, dirigé alors depuis longtemps Émile Fabre, et qui finalement est devenu un parfait fonctionnaire de l'institution. Alors après de longs débats, Jean Zay décide de nommer Édouard Bourdet administrateur de la Comédie Française, mais surtout, il décide d'adjoindre à Édouard Bourdet 4 metteurs en scène qui seront des administrateurs adjoints, et excusez du peu, ces 4 administrateurs adjoints seront Batty, Copeau, Dulin et Jouvet. C'est-à-dire des novateurs, de grands novateurs. Et on imagine mal, là aussi j'ai pas le temps de citer la presse de l'époque, mais les réactions par rapport à une telle décision, mais qui était une décision totalement visionnaire. Prémisse du théâtre populaire, puisque le projet Chaillot a été initié par Jean Zay, tellement d'actions pour le cinéma, la création de la carte professionnelle pour les cinéastes, un institut bancaire, le respect du droit d'auteur dans le cinéma comme dans les autres domaines, le cinéma scolaire, qui était aussi quelque chose de totalement nouveau, et certains hurlaient autant qu'on a hurlé quand on a installé l'Internet dans les écoles. Le Grand Prix du cinéma français, en 1939, Jean Zay a posé là aussi les bases du Festival de Cannes. Et la guerre, comme tu le dis, l'a arrêté. L'exposition internationale de 1937, où Jean Zay s'est personnellement impliqué pour créer sur le quai de Tokyo une sorte de cité des musées, avec le musée d'art moderne, le musée des travaux publics, dont Pascal Horry nous a dit l'autre jour qu'il avait dû être fermé parce que peu de gens venaient le visiter. Mais ça procédait aussi d'une volonté de mémoire par rapport à une œuvre de l'intelligence humaine, le musée des arts et traditions populaires, le musée de l'homme, le musée de la marine. Une partie sur laquelle il faudrait faire une thèse, c'est l'action de Jean Zay pour sauver les œuvres d'art en Espagne pendant la guerre civile. L'opéra et l'opéra comique qui étaient aussi un peu empoussiérés avec la création de la réunion des théâtres lyriques nationaux, avec des subventions importantes, l'action pour rénover les théâtres antiques, celui d'Orange et celui de Vienne, une bataille avec le ministère des Finances, qui n'était pas encore à Bercy, pour obtenir que l'on prélève sur les recettes de la radio pour le théâtre, et notamment les théâtres de province, et aussi les concerts dans les villes de province. Jean Zay a sauvé le théâtre de l'Atelier, il a sauvé le théâtre du Vieux-Colombier, le théâtre des Mathurins, il a posé les bases d'un office central des théâtres de province, il a fait en 1936, et je vais finir par là, une grande loi, 56 articles, qui est un monument sur le droit d'auteur, qui étend ce qu'il avait fait en tant que député, et je cite simplement la présentation, l'article 1, article 1 de la loi, « Tout travail aboutissant à la création d'une œuvre littéraire ou artistique confère à son auteur sur cette œuvre un droit sui generis, dit droit d'auteur. Le droit d'auteur est attaché à la personne de l'auteur. Il est inaliénable. L'éditeur ne peut transmettre à titre gracieux ou onéreux le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation écrite de l'auteur. » Article 43. Donc, je m'interromps, mais vous voyez qu'il y a une œuvre immense, il faut la faire connaître, parce que nous sommes intéressés par l'histoire. Eh bien, je crois qu'il est important, et le parallèle a été fait. Il y a peu de ministres de l'Éducation nationale qui ont été aussi novateurs. On a parlé l'autre jour à la Sorbonne d'Alain Savary, et je pense que c'était important de citer son nom. Je crois qu'il est dans cette lignée pour ce qui est de la prise en compte de la pédagogie. Bien d'autres ne sont pas dans cette lignée, mais Jean Zay a véritablement ouvert et éclairé le chemin, et pour très longtemps.
Je crois que tout ce que nous a appris ou rappelé Jean-Pierre est tout à fait essentiel. C'est une très grande œuvre que l'œuvre de Jean Zay. Mais pour nous aussi, d'une manière politique, et nous intéressons bien sûr à Jean Zay, mais aussi aux faits politiques, c'est une réflexion sur quel est le rôle du politique. Jean Zay, devenant ministre de l'Éducation nationale, c'était une espèce d'aberration. C'est un juriste, c'est un journaliste, il n'a personne dans sa famille qui connaît ce monde-là. Et au fond, rappelez-vous, le nombre de fois où on dit tel ministre est à ce poste-là, mais il n'a aucune compétence et aucune connaissance. C'était vrai en partie pour Jean Zay, en partie seulement, parce que député, il s'était quand même beaucoup intéressé, il était intervenu déjà comme député sur ces questions-là. Mais Jean Zay a des idées politiques, il a des conceptions, et il se place à un certain niveau d'exigence et d'ambition. Et ayant cela, il s'entoure après de collaborateurs. Beaucoup de secrétaires d'État qui ont été extrêmement efficaces, chacun dans sa partie, et qui ont donc démultiplié son travail. Parmi les secrétaires d'État qui s'occupaient plus particulièrement de la petite enfance, et tu y as fait allusion, c'était Cécile Brunschvig, un radical, une des 3 femmes radicales, puisque vous vous rappelez bien sûr qu'une des innovations du Front populaire a été de mettre des femmes sous-secrétaires d'État alors qu'elles ne votaient pas. Mais non seulement donc des secrétaires d'État extrêmement efficaces, Léo Lagrange, quand il est rattaché à Jean Zay, vous voyez aussi quelle pompe d'énergie qu'un homme pareil, et à quel point, en travaillant en synergie avec Jean Zay, il a pu effectivement faire avancer aussi des dossiers fondamentaux. Il a su aussi s'entourer dans son cabinet de personnes qui avaient à la fois une très grande compétence, une excellente connaissance du système, et aussi qui avaient des idées, des ambitions pour ce système-là, ce qui n'est pas évident. On peut être un très bon professionnel connaisseur et puis manquer de distance pour avoir des ambitions. Et c'est grâce à cela, grâce à cette personne et cette personnalité tellement forte, à ce niveau d'ambition, à cette capacité à s'entourer et de secrétaires d'État et de collaborateurs dans ses cabinets de très bon niveau, qu'il a pu mener une œuvre aussi exceptionnelle et dont la France de la Libération s'est en grande partie inspirée. Parce que l'ENA, parce que le Festival de Cannes, parce que tout ce qui est les bibliothèques populaires, etc., les bibliothèques scolaires, le cinéma scolaire, tout ça, où c'est passé, où c'était complètement, non seulement en germe, c'était au stade de la loi, c'était pas encore fini de voter dans les navettes, mais c'était vraiment dans les tuyaux, comme on dit en langage parlementaire. Donc tout ça a été infiniment avancé. Jean Zay est totalement investi dans son secteur. Il se préoccupe aussi, ministre, de ce qui se passe dans le reste du monde. Et le monde de 36 à 40, c'est quelque chose où tout le monde voit monter la menace nazie. 2 points sur ses prises de position avant de venir à la fin de sa vie. Il a été, d'après ce qu'on sait, plutôt partisan de l'intervention de la France aux côtés de la République espagnole, comme Pierre Cot, autre radical. Deuxième aspect, il a été très vivement et très fortement anti-munichois. Il a écrit des textes là-dessus, il a fait des prises de position là-dessus, il a écrit des textes personnels là-dessus. Dans ses cahiers, il écrivait beaucoup de textes, un journal en fait. Il a toujours écrit un journal, Jean Zay, de manière un peu sporadique, mais toujours un journal. Il a écrit beaucoup de textes là-dessus. Je vais juste vous en dire un mot après. En septembre 1939, la guerre éclate, il est ministre. Il démissionne de son poste de ministre et devient soldat. Il rejoint l'armée. Il fait toute la campagne. Et puis en mai 40, c'est l'offensive allemande, avec les effets que vous connaissez, le reflux des populations et des militaires. Et il accompagne sa compagnie, bien sûr, dans cette descente lente. Et puis il apprend que le gouvernement s'est déplacé de Paris à Tours et de Tours à Bordeaux, et que les députés doivent impérativement rejoindre le gouvernement à Bordeaux. Alors évidemment, il passe dire bonjour à sa femme, je crois qu'elle est en Dordogne à ce moment-là, et il arrive à Bordeaux. Il arrive à Bordeaux, nous sommes juste après
le fait que le maréchal Pétain est devenu président du Conseil, dernier président du Conseil de la Troisième République. C'est Lebrun, le président de la République, est bien sûr aussi à Bordeaux, et c'est le moment où tout est un peu fou, et où on hésite entre la capitulation, l'armistice, la poursuite de la guerre qui, en Angleterre, avait la proposition de Churchill, qui, dans les colonies, est décidé en Conseil des ministres que les députés et le gouvernement, hors le président du Conseil, prendront un bateau à Bordeaux qui ira vers l'Afrique du Nord pour continuer la guerre. Alors Jean Zay, il passe 2 jours là, il voit le ministre de l'Intérieur, Pomaré, qui lui dit « Écoute, ça y est, la décision est prise, on embarque, seul Pétain reste, et puis on va continuer la guerre ou voir ce qui se passe après en Afrique du Nord. » Il prend le Massilia, comme Mendes, comme beaucoup d'autres. Et il arrive, au bout d'un assez long voyage, à Casablanca. Arrivant à Casablanca, il n'est pas arrêté, mais enfin, il est obligé de rester sur place. Il est assigné à résidence. Et vous connaissez bien sûr tous, donc je n'insiste pas à ce qui se passe après. Pétain, qui, début juillet, va mettre fin, avec l'aide de Laval, cette fois à la République, avec la décision de la fin de la République, de la mise en place d'un État français et théoriquement de faire une nouvelle constitution, avec tout ce que l'on va voir bien sûr après, de cet État vichiste pendant la guerre. Pétain décide que, d'une part, bien entendu, il a empêché les députés qui étaient partis sur le Massilia de revenir. Il voulait surtout pas que des gens de gauche reviennent et troublent sa majorité, bien entendu. Potentiel, alors que Laval et Adrien Marquet, maire de Bordeaux, néo-socialiste, faisaient le forcing pour que vraiment tous les députés votent les pleins pouvoirs à Pétain. Et ces députés vont être faits prisonniers, vont être ramenés en France, c'est le cas de Jean Zay donc, et vont être jugés. Alors Jean Zay, à partir de ce moment-là, va passer les années qui restent jusqu'à sa mort en prison. Il va d'abord être du 20 août au 4 décembre à la prison de Clermont-Ferrand, 2 mois à la prison de Marseille, puis jusqu'à sa mort, enfin, jusqu'au jour où il quitte cette prison pour être assassiné, à la prison de Riom. À Clermont-Ferrand, il est jugé, je vais retrouver les termes exacts, pour abandon de poste et trahison. Parce qu'il a quitté son poste pour rejoindre, en tant que député, le lieu où se trouvait le gouvernement. Il est jugé. Il y a un jugement qui est expédié comme dans les conditions que vous imaginez, mais avec quelque chose qui est à la fois terrible mais aussi satisfaisant pour la nature humaine d'une certaine façon. L'accusation convoque plein de témoins. Tous les témoins, sauf un, disent à quel point Jean Zay a été un homme exceptionnel, courageux. Tous les témoins de l'accusation se retournent contre l'accusation. Bon, il n'empêche bien sûr que la justice à ce moment-là est totalement dans les mains de Vichy. Il est jugé coupable, il est condamné à la déportation et à la dégradation militaire. Il se pourvoit en appel. L'appel est jugé dans les 4 jours. C'est vous dire s'il est quand même bien instruit. Évidemment, l'appel a la même conclusion. Du 4 décembre au 7 janvier, il y a un peu moins d'1 mois. Mais il est à Marseille et c'est pour le briser, bien entendu. Il est dans une cellule où nous sommes en décembre-janvier, hein, même si c'est Marseille, il y fait froid. Il est sans lumière, il est sans feu, il ne peut voir personne, il est au secret. Et à partir de ce moment-là, il est transféré à la prison de Riom. Mendes y est aussi, d'autres aussi, bien sûr. Hein, et à partir de ce moment-là, il va être prisonnier traité comme un droit commun. Il ne s'évade pas. Alors, si je dis qu'il ne s'évade pas, c'est que je viens de parler de Mendes France, hein, qui, lui, va réussir à s'évader, rejoindre le général de Gaulle, se battre comme aviateur, etc., comme vous savez, bien sûr. Hein. Il ne s'évade pas. Peut-être ne le peut-il pas, peut-être et sûrement a-t-il peur pour sa femme et pour ses filles, qui est une répression vis-à-vis d'elle. Peut-être il a une certaine manière de... C'est sa manière de concevoir sa vie à ce moment-là. Donc il reste
pour un homme aussi jeune, aussi vivant, aussi brillant, aussi habitué aux controverses, aux discussions, aux rencontres. Il vit un emprisonnement qui est épouvantable. Il s'en sort comment? Il s'en sort d'abord par une espèce d'emploi du temps d'une rigidité absolue. Vous savez comment on fait quand on est enfant, quelquefois. De 8 à 9, je fais ceci. De 9 à 10, je fais de la gym. De 10 à 11, je vais faire mon courrier. De 11 à 12, je fais ceci. À 12 heures, je mange. Et c'est cet emploi du temps carcan qui va lui permettre, au fond, de survivre. Alors, une deuxième chose aussi, de survivre, oui. Une deuxième chose, il va écrire. Il va beaucoup écrire vis-à-vis de l'extérieur. Il va écrire des romans dont certains seront publiés. Alors, ce qui est assez amusant d'ailleurs, ils seront publiés même sous Vichy, sous un pseudonyme, ce qui est quand même une des choses un peu étonnantes. Et puis, il écrit ce texte, je vois que Jean-Pierre l'a apporté, ce texte absolument magnifique, qui est en fait son journal et qui va être publié ensuite, donc, Souvenirs et solitude. C'est un livre... Je vous le conseille vraiment parce que c'est magnifiquement écrit, c'est une écriture absolument extraordinaire, c'est à la fois ce qu'il vit et ce qu'il a fait. Donc il mobilise ses souvenirs, il raconte justement une bonne partie des biographies de Jean Zay, utilise parce que il cite tel ou tel moment du Front populaire quand il préparait ses lois, ce qu'il faisait, les discussions, etc. C'est un très très beau texte. Il peut recevoir sa famille. Il peut recevoir des amis. Jacques Kayser, Gaston Monerville sont parmi les très très fidèles qui viennent le voir. Herriot, qui n'avait pas une sympathie folle pour lui, il faut dire qu'il avait participé en 1936 à la défaite d'Herriot, qui perd la présidence du Parti radical au profit de Daladier. Mais Herriot a établi des contacts et est venu voir sa femme avec régularité. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un homme qui n'a pas de chance. Mais c'est vrai que c'est un homme qui n'a pas de chance. Il a écrit, pendant qu'il était ministre, il habitait bien sûr toujours à Orléans, il a laissé son journal, ses carnets, et notamment, il y écrivait sur l'international, sur ce qui se passait, surtout sur Munich, évidemment. Et il se dit, ces carnets, si ça tombe dans les mains des Vichysois, ça va être une calamité. Autant les mettre de côté. Il charge un de ses bons amis, sûrement, d'aller le chercher. Et cet ami n'a rien trouvé de mieux que de vendre ce journal à Gringoire et à Je suis partout. Qui a utilisé, alors vous voyez ce que c'est Je suis partout pendant la guerre. Et donc, où bien entendu, tous les gens du Front populaire sont accusés d'avoir voulu la guerre contre ce pauvre Hitler innocent, puisque c'est bien sûr le Front populaire qui est responsable de la guerre, coupable de la défaite. Il faut se rappeler ça. Et donc, les textes qui paraissent dans ces... j'hésite sur le mot journal, évidemment, Torchon. Vous imaginez ce que c'est. En plus, c'est tel ou tel passage. Alors, Jean Zay, attendez, je vous cite qu'un morceau d'un des articles de ces abominables journaux, là, commentant un passage de journal de Jean Zay, le journaliste écrivant il a préparé la guerre pour la juiverie internationale. Je pourrais vous en citer 20, mais j'en cite qu'un parce que c'est suffisant et significatif. Le 20 juin 1944, il quitte à 10h30 du matin. Une Citroën noire vient le chercher avec des miliciens. Alors commence une histoire à la fois atroce et rocambolesque. 2 jours après, Laval prévient sa femme que la voiture a été attaquée par des résistants, que Zay a été blessé, mais qu'il a dû rejoindre des résistants. Et puis le temps passe et puis la guerre se finit. On voit bien que Jean Zay ne revient pas. En juin 45 ou juillet 45, il est réhabilité. On refait son procès. Pas pour l'honneur, et c'est très bien, on refait son procès, et donc on dit qu'il n'a jamais ni trahi ni abandonné, il est réhabilité par rapport à ce procès indigne de 1940, et puis le temps passe, et ce n'est que en septembre 46 que dans un endroit perdu de l'Allier, près d'un village qui s'appelle Cussé, à un lieu-dit qui s'appelle les Malavaux, on trouve au fond d'un puits 2 corps, un corps de miliciens et un corps qui est celui de Jean Zay. Laval avait été prévenu, informé par
Poinçot, l'horrible, l'épouvantable Poinçot, qui lui avait dit Janzé a été emporté. Et donc, c'est Poinçot qui informait Laval de cette histoire rocambolesque que c'était des résistants qui avaient attaqué. Et il donne le nom de la personne qui accompagnait, qui s'appelait Devel. Alors, à partir de ce moment-là, il y a une recherche de Devel, dont on comprend bien qu'il est l'assassin de Janzé. Une recherche à travers l'Europe. Alors, il y a une fuite de Devel, une poursuite des policiers, 18 000 kilomètres. Et finalement, effectivement, on s'empare de ce Devel, lequel est jugé en 1953. Il raconte d'ailleurs, hein, il dit que c'est lui qui a, effectivement, il a dit à Janzé qu'ils allaient rejoindre le maquis. Et sur la route, il a assassiné. Et il dit les derniers mots de Janzé, voyant qu'on va l'assassiner, et Janzé a crié « Vive la France !» Devel a été condamné à quelques années de prison. Il n'est pas allé au bout de sa condamnation, il était libéré avant. Et s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que notre République n'a pas rendu d'un hommage suffisant à cette belle image, à cet homme courageux, républicain, intelligent, vif, novateur, exceptionnel et radical.